Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau webinaire AI4Edu. On est ravis de vous retrouver pour ce qui est déjà le 4e webinaire AI4Edu. Vous avez déjà eu des modules en présentiel très certainement, mais le webinaire, ça y est, on est au nombre de 4 et aujourd'hui, on va parler de cultiver son esprit critique en classe grâce à l'IA, une thématique qui est plus importante que jamais avec l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est un des nombreux enjeux qui a surgi avec l'émergence de l'IA. On a vu lors d'un précédent webinaire avec toutes les ressources naturelles que ça pouvait consommer. Ici, on va parler justement de l'esprit critique et comment exercer cet esprit critique face à une intelligence qui est artificielle, qui émerge et qui nous dépasse un peu parfois. Alors, je vous l'ai dit, on a plusieurs experts. Chacun vient d'un partenariat que vous avez pu voir à l'écran. Manuela Guisset de l'EduLab, Anthony Jacques de Technobel et un retour acclamé, attendu, celui de Laurent Di Pasquale de l'école branchée au Québec. Je vous invite, Manuela, Anthony et Laurent, à me rejoindre sur scène. Messieurs, dames, bonjour. Honneur aux dames. Bonsoir, Manuela. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Je vais presque regretter de ne pas être au Québec parce qu'il y a vraiment une ovation pour Laurent là. Je vais essayer de trouver un autre pays dans lequel je vais pouvoir m'exporter. Alors, il est tout aussi loin, presque, il nous vient de Sydney. C'est Anthony de Technobel. Ça va, Anthony? Oui, bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Ça va, très content d'être là et de rejoindre au final la grande aventure AI4Edu. On explique parfois dans le Namurois que le point commun du parcours qui est développé, c'est d'avoir des moments comme ce webinaire où on a l'occasion de se réunir tous ensemble autour de la thématique et j'espère que ça va amener de l'émulation, mais je n'en doute pas. C'est évidemment un des gros points forts, justement, ce sont tous ces partenaires et cette émulation qui émane de tous ces partenaires. Et il y en a même un qui nous vient d'outre-Atlantique, il nous a quittés il y a quelques mois, la larme à l'œil pour lui et pour nous aussi. Et il nous fait le plaisir d'être là malgré 7 heures de décalage aujourd'hui. Salut Laurent. 6 heures. Ouais, merci beaucoup Adrien. 6 heures de décalage, donc là il est sous le coup de midi. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver sur cette thématique qui s'avère être passionnante et je suis encore plus ravi de pouvoir la partager avec Anthony et Manuela. Et tu sais bien ce qu'on dit, loin de soi mais près du cœur tout de même. Et j'aurais hâte aussi de vous retrouver pour Ludovia qui s'annonce dans pas longtemps. Et voilà, je leur ai dit tout à l'heure en préparant ce webinaire, moi j'ai l'impression d'être avec mes Avengers aujourd'hui parce que voilà, ce sont des gens qui sont toujours au taquet pour vous donner les meilleures pratiques en matière de technologie et de pédagogie. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver tous les trois ce soir. Et puisque 18h, il y en a qui mangent à cette heure-là, c'est assez tôt, mais ça arrive. Et du coup, je te propose, Manuela, peut-être de nous préfacer le menu de ce soir. Absolument. Donc, au menu ce soir, on va d'abord faire un petit point sur ce que c'est l'esprit critique. Alors, pas de recette de cuisine ce soir, mais on va faire de vous des vrais petits samouraïs de l'esprit critique, Jean. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est l'esprit critique. On va voir pourquoi est-ce qu'on doit développer l'esprit critique, pourquoi est-ce que c'est important de mettre ça en avant aujourd'hui, comment est-ce qu'on le développe aussi. Et puis, on va voir les deux facettes, l'esprit critique face à l'IA, comment est-ce qu'on doit se comporter pour pouvoir être critique face à l'IA, mais aussi comment est-ce que l'IA peut nous aider à développer notre esprit critique ou à faire développer l'esprit critique de nos jeunes, de nos enfants, de nos participants. Voilà, c'est déjà fait, Mathieu. Et alors, justement, tu pourrais même demander une petite recette de cuisine à l'IA aussi, pourquoi pas. Mais bon, ça c'est pourquoi pas. Un autre webinaire, très bonne idée. Un petit webinaire culinaire via l'IA. Ça pourrait être un bon concept. Patricia nous demande, pourra-t-on recevoir le PowerPoint de la présentation? Eh bien, ça me permet de faire une excellente transition vers Laurent et notre formidable mur collaboratif. Oui, donc là, on a vraiment mis à cœur de répertorier toutes les ressources de ce webinaire. Vous allez pouvoir les retrouver dans le lien qu'on ne va pas aussi manquer de vous envoyer dans le chat immédiatement. Et ces ressources sont aussi amenées à évoluer. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous nous envoyez des choses qui sont intéressantes et qu'on pourrait y intégrer, sachez qu'on réintégrera sans aucun doute afin de pouvoir enrichir cette co-construction pour développer l'esprit critique. Donc, un tout grand merci à vous pour la future consultation.
Alors, on va commencer avec un petit sondage. Je vous ai dit qu'on allait vous proposer des petits sondages, donc je vous invite à vous rendre dans cet onglet, il vient d'être activé, et on vous pose une première question pour orienter un peu les débats. L'IA est-elle en train de nous priver de notre esprit critique, vu que c'est le thème du soir? Alors, non, avec un encadrement adapté, l'IA est un outil pédagogique puissant. Oui, mais cela dépend de l'utilisation et du contexte. Ou alors, oui, catégorique, l'IA affaiblit notre esprit critique. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question, même si je vois qu'une tendance se dégage assez largement, et c'est souvent le cas, puisque vous êtes des enthousiastes du point de vue numérique et pédagogique. Ben pour vous, aux 3/4 pour l'instant, non, avec un encadrement adapté, l'IA est un outil pédagogique puissant. 20% nous disent oui, mais cela dépend de l'utilisation et du contexte. Alors, je peux vous poser la question à vous, Manuela, Laurent, Anthony. Selon vous, est-ce que l'IA est-elle en train de nous priver de notre esprit critique? Alors moi, je vais bien prendre la parole à ce sujet. J'aimais beaucoup, je vais paraphraser quelqu'un que j'ai entendu à ce sujet et qui disait, en fait, l'IA ne nous prive pas d'esprit critique si on a déjà un esprit critique. Par contre, il est en danger, effectivement, si on n'en a pas encore, qu'on n'a pas encore pris le temps de le développer. Et pour moi, ça, c'est vraiment une partie super intéressante, super importante de cette question-là, en disant qu'en fait, pour nous, adultes, ou pour les personnes qui ont un peu de recul sur ce qu'elles ont l'habitude de voir dans les médias, par exemple, ça peut être relativement simple de faire la distinction ou d'avoir le réflexe de se poser des questions, en fait, parce que c'est ça qui jaillit. Mais si on n'a pas encore développé cet esprit critique parce qu'on est trop jeune, par exemple, ou parce qu'on n'a pas eu les outils adéquats au moment où il fallait, du coup, ça peut devenir un vrai danger de ce point de vue-là, parce que ça va encore mettre plus à mal cette capacité de questionnement qu'on n'a pas. Du coup, la solution qu'on pourrait trouver, la solution facile et qui est aussi la solution à plein d'autres questions qu'on pose en général, c'est l'éducation. La solution pourrait être l'éducation. Nous, en tout cas, on y croit, sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'on se dit qu'en fait, les enseignants nous disent qu'ils avaient déjà du mal à faire différencier, par exemple, un fait d'une opinion, parce que c'est quelque chose qui est assez classique en éducation en médias. Et du coup, ici, on est vraiment en train de relever la complexité d'un cran, puisqu'on sait que l'IA peut fabuler en toute bonne foi. Elle pense nous donner des informations qui vont nous aider. Et en fait, nous, on sait pertinemment que ça peut ne pas être le cas. Et donc, voilà, ça pose la question de la formation des élèves, mais ça pose aussi forcément la question de la formation de nos enseignants, qui doivent être un minimum armés pour pouvoir aider finalement leurs élèves à faire ce pas-là aussi et à développer cet esprit critique qu'ils sont finalement en train de développer tout au long de leur jeunesse et de leur éducation, puisque c'est le but aussi de l'école, c'est de former des citoyens critiques, actifs, solidaires, etc. Je vois que Laurent acquiesce beaucoup ce que tu dis, Manuela. Ah oui, j'acquiesce. Que dire de plus, si ce n'est que même si on voulait éviter le sujet de l'IA en fait dans notre société, ça serait que de faire ici en fait se mettre la tête dans le sable, et on louperait une occasion d'éducation formidable qui permet justement de développer cet esprit critique qu'on doit voir comme un muscle finalement. Et ce muscle, il faut se dire qu'il va s'adapter aussi avec les changements de l'IA, parce qu'on sait bien que c'est en pleine évolution et que c'est pas parce qu'on a acquis finalement un type d'esprit critique à l'heure actuelle que finalement, ici dans 1 ou 2 ans, ce sera peut-être ici encore applicable à 100%. Donc ça demande aussi beaucoup de remise en question et accepter le fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre à ce niveau aussi. Ce qui est sûr, en tout cas, si je dois rebondir et sur ce que vous venez de dire tous les deux, Manu et Laurent, c'est que si l'IA n'est pas en train de nous priver de cet esprit critique, ou si on laisse en tout cas à chacune le soin de répondre à cette question, l'IA met en lumière le besoin d'esprit critique. Et ça, c'est peut-être au final une fonction importante qu'on délivre, et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que dans une société où on a une masse d'informations, on est habitué à cette masse d'informations, à une rapidité de l'information, et où un certain questionnement a pu déjà sembler, ce débat sur l'esprit critique, il est pas nouveau, a pu déjà sembler se perdre au fur et à mesure de cette évolution. L'IA remet un gros coup de pied dans cette fourmilière de tiens, ça va très vite et ça peut avoir des conséquences, donc on y fait attention. C'est peut-être aussi un tremplin à prendre et un point de départ à prendre sur la question.
En tout cas, c'est une question qui suscite plein de réponses et plein d'interprétations. Et c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi dans ces webinaires, c'est d'écouter tous vos différents points de vue et voilà, d'avoir cette émulation. On va partir avec un petit postulat de base, Manuela, pour justement voilà, mettre un peu en contexte et partir du bon pied. Donc, il y a quelques postulats de base sur lesquels on voulait partir pour démarrer ce webinaire. C'est que, de un, on sait que, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, se mettre la tête dans le sable, ça n'a aucun intérêt puisque les enfants et les jeunes utilisent déjà l'IA. Ils savent pas forcément comment elle fonctionne, mais ils ont en général mis les mains dans le cambouis. Ils ont regardé un petit peu quelles réponses ça pouvait donner. Ils ont testé quelques prompts. En général, ils n'ont pas forcément été super satisfaits des réponses parce que le prompting, on sait que c'est un art aussi. Ceux qui ont suivi déjà le module 2 avec nous le savent maintenant. Mais on sait que ces usages peuvent aussi être créatifs. On sait que ça a un attrait pour les jeunes, pour les enfants. On sait que même pour nous d'ailleurs, on a tous pris un peu de plaisir au départ de l'arrivée de ces outils-là à tester des choses et d'autres et que c'était fortement intéressant. On sait que le besoin de développer l'esprit critique n'a jamais été aussi pressant, n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui avec ces outils-là. On sent que l'école pourrait être un endroit idéal pour développer ça parce que c'est un endroit où on autorise le fait de tester, de se tromper, d'être encadré, d'avoir un adulte avec un esprit critique peut-être un peu plus développé que les jeunes et qui peut justement jouer ce rôle d'encadrant, de coach. Et on sait aussi que les jeunes sont potentiellement des vecteurs d'apprentissage pour leurs parents et pour leurs enseignants. Donc ça peut aller dans les deux sens aussi. C'est évidemment on attend des adultes encadrants qui puissent avoir un regard critique sur ce que les jeunes font avec l'IA, mais dans l'autre sens aussi, on voit que les jeunes sont aussi un vecteur d'usage et de questions qui peuvent arriver du coup vers les adultes, ce qui est aussi super intéressant pour que toutes les couches soient touchées et qu'on soit dans un apprentissage tout au long de la vie. Ouais, c'est clair que comme tu l'as dit, ça a été les premiers à mettre les mains dans le cambouis, à bidouiller, et les jeunes se sont lancés et puis les enseignants ont dû aussi s'adapter à ces nouveaux usages et prendre un peu le train en marche. Donc voilà, c'est assez intéressant de partir sur ce postulat. Et donc, le titre de ce webinaire, c'est « Cultiver l'esprit critique en classe grâce à l'IA ». On va vous demander de répondre dans le chat ce que vous entendez par esprit critique. Dites-nous un petit peu, selon vous, c'est quoi votre définition de l'esprit critique. Donc, allez-y, lâchez-vous dans le chat. On ira regarder un petit peu vos réponses. Et pendant que vous faites cela, je vais prendre la question de Rudy, qui nous est arrivé et qui demande comment peut-on s'assurer que l'IA ne censure pas à tort des informations légitimes en cherchant à bloquer la désinformation. Quels critères doivent être utilisés par l'IA pour distinguer une opinion controversée d'une vraie désinformation? Donc là, on rentre déjà dans le vif du sujet avec des questions très pointues. Je ne sais pas qui d'entre vous veut se mouiller là-dessus. Je ne sais pas si la réponse ici va en tout cas à 100% satisfaire à la personne qui l'a posé, mais j'ai envie de peut-être partager cette ressource. Il y a un très chouette documentaire sur Arte qui s'appelle « La géopolitique de l'IA ». Je pense que en fait ce reportage est toujours disponible et en fait on y aborde justement cette notion où on cite le fait que les États doivent se positionner en fait sur le développement en fait de l'IA au point de vue législatif, mais doivent aussi les financer parce que sinon tôt ou tard en fait des régimes politiques qui sont peu regardants pourraient s'y mettre la main sur la conception de ces algorithmes et alors après rejoindre le postulat de la question, c'est-à-dire en fait juger si une information est controversée ou non, et ça pourrait être véritablement problématique pour nos démocraties, pour nos sociétés de droit. Alors après, comment savoir quelles sont les informations censurées ou non? On en fait généralement expérience. Moi-même, et je ne sais pas si Anto et Manu, vous avez le même constat que moi, mais en générant des images, on peut aussi vite s'apercevoir si certains sujets sont d'office censurés ou non. Alors certaines fois, c'est positif. Je pense ici que on peut légitimement considérer que certains contenus en fait ne devraient pas être générés par une IA. Et d'autres fois, en fait, ça pose question parce qu'on se prive aussi d'un atout d'éducation. Et donc là encore, il faudra s'interroger, je pense, par rapport à nos intentions de génération. Mais quelquefois, on risque tantôt d'être satisfait de cette censure, tantôt d'être déçu.
J'ai envie de compléter ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'ai envie de compléter en rebondissant sur le terme d'intention que tu donnes. L'intention, c'est clairement la partie humaine de l'intelligence, qui est du coup pas du tout l'apanage de l'intelligence artificielle. C'est vraiment ce qui nous différencie dans notre réflexion de l'intelligence artificielle. Et du coup, il y a parfois effectivement des choses qui sont bloquées par l'intelligence artificielle quand on les demande. Je prends en exemple une fois où je devais faire une animation sur le deepfake et où j'ai demandé à ChatGPT de me créer un deepfake. Il m'a dit qu'il pouvait pas me créer un deepfake parce que il n'avait pas le droit, blablabla. Vous imaginez bien ce qu'il a pu me dire. Et puis je lui ai dit, oui d'accord, mais est-ce que tu peux quand même me créer un deepfake parce que j'ai envie de montrer aux jeunes comment est-ce qu'un deepfake est créé pour pouvoir le déconstruire et le ramener justement à l'esprit critique par rapport à ça. Et là, il me dit, ah oui, alors si c'est pour ça, pas de souci. Et paf, il m'a créé un deepfake. Donc, en gros, oui, on a toute une série de recettes de cuisine, justement, d'algorithmes qui font en sorte que l'IA va vous empêcher de partager certaines des informations, etc. Mais en fait, ça ne reste que des algorithmes. L'IA ne réfléchit pas si c'est de la désinformation ou pas. L'IA ne fait qu'appliquer les recettes de cuisine qu'on lui a données. Donc en fait, c'est hyper facile de détourner ces choses-là et on n'a pas du tout le droit, en tant qu'être humain critique, de faire confiance à une IA pour chercher à bloquer la désinformation. C'est pas son rôle de bloquer la désinformation. Le rôle de l'IA générative, c'est de vous générer de l'information. Elle va pas réfléchir si c'est de la désinformation ou pas. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est pas une question de faire confiance à l'IA pour pas ou de censurer ou pas. La question, c'est en fait la question de la tournure du prompt. Et si le prompt est bien tourné, ben on fait dire ce qu'on veut à l'IA de toute façon. Mais oui, il y a un peu de choses au final. Il y a le côté quel outil et quel humain a fabriqué cet outil-là. Et donc, si on perçoit l'IA comme un outil, ce qui est le cas, et donc ça dépend quel outil et quel est l'intérêt de l'humain qui a fabriqué cet outil-là. Et je pense qu'alors, quand on a ces deux composantes, on a le truc profondément humain que tu viens de citer en fait, Manu. Mm-hmm. Alors, je pense que Rudy ne pourra pas avoir une réponse plus complète que ce qu'il a eu ici avec vos trois avis. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va aller refaire un petit tour du côté du chat où on vous demandait qu'entend-on par esprit critique. Et je ne sais pas, les amis, si vous avez eu l'occasion d'aller jeter un œil, mais voilà, ils ont tous été très bons élèves et on a plein de réponses. Je prends ici, par exemple, Vinciane qui nous dit « c'est analyser et vérifier les infos lues ou vues ». Si je les sens un peu, Delphine, classer, vérifier, évaluer une information et la mettre en concordance avec des éléments déjà connus. Marilyn nous dit se poser des questions sur les infos. Julie nous dit vérifier la véracité des informations et leur pertinence. Si je descends un petit peu, Antoine nous dit prendre de la distance, être capable de se forger son propre point de vue à partir de n'importe quelle information. Donc il y a plein de définitions différentes dans le chat. Si je vous demandais à vous, on va commencer par Manuela, c'est quoi votre définition de l'esprit critique? Alors je crois que tout a été dit dans le chat. On va pas tergiverser beaucoup plus loin. Comme le disait Anthony, il y a déjà beaucoup. Il le disait avant qu'on arrive à l'antenne. Il y a déjà beaucoup de littérature scientifique au sujet de l'esprit critique et la plupart convergent pour dire qu'on est vraiment dans une compétence de savoir évaluer et de savoir à qui ou à quoi est-ce qu'on peut faire confiance. C'est pas du tout une compétence qui est née avec l'IA. C'est une compétence qui existe depuis bien longtemps et qui est de plus en plus prégnante dans nos sociétés de l'information. Donc l'objectif est de pouvoir faire confiance aux informations de manière éclairée, en s'étant posé des questions, et notamment dans tout ce qui est transfert d'informations, puisqu'on sait qu'il y a un gros enjeu de ce côté-là. Quelque chose à ajouter, Laurent, Anthony, peut-être? Moi, je dirais simplement, c'est pouvoir admettre ici que j'ai tort et que ce que je dis aussi peut être une affirmation fausse et remettre en question et accepter. Peut-être que ce que je vais expliquer aujourd'hui, en fait, ne correspond pas à ce qui devrait être dit et je dois pouvoir essayer de remettre ça en question aussi si jamais on me met des preuves comme quoi je suis contre. Anthony, un mot pour conclure les définitions?
Oui, j'étais aussi dans cette idée de dépassement de l'instinct de survie qu'on a, c'est-à-dire que le cerveau humain est fait pour prendre des décisions de façon assez rapide et que l'esprit critique, c'est être capable de faire en sorte que cette prise de décision ne soit pas simplement du fait de juste réagir à l'instinct, et donc d'être capable de dépasser l'instinct pour arriver à faire confiance et à faire confiance en fonction d'une analyse. Mais je rejoins les deux collègues, évidemment. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites par vous, mais également dans le chat. Je te propose peut-être, Manuela, de rentrer dans le vif des slides avec des informations peut-être complémentaires sur tout ce qu'on vient déjà de dire. Oui, je pense que tu peux passer directement à la slide suivante parce que on va entrer, comme tu dis, dans le vif du sujet en se demandant pourquoi finalement c'est un enjeu d'éduquer à l'IA, d'éduquer à l'esprit critique. Notamment en ce qui concerne l'IA. Donc, ce qu'on a identifié en allant chercher dans différentes sources, c'est que clairement, comme vous l'avez dit, on va essayer de distinguer le vrai du faux, prendre des décisions éclairées, développer l'autonomie intellectuelle. C'est vraiment quelque chose qui est super important dans le cadre de notre éducation aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte que les jeunes qui nous sont confiés puissent avoir toutes les cartes en main potentiellement pour prendre des décisions concernant leur vie, évidemment, mais on sait aussi que ce sont des décisions qui peuvent avoir des influences sur la vie politique, la vie sociale, la santé. Il y a énormément de secteurs qui sont influencés par ça. On va aussi utiliser l'esprit critique pour prévenir les radicalisations, le fanatisme. Quand les gens sont capables de prendre un petit peu de recul par rapport aux informations qui leur sont données, on sait que le risque de radicalisation, de fanatisme baisse d'un cran de manière assez radicale, c'est le cas de le dire. On sait que les algorithmes aujourd'hui de l'IA influencent de nombreuses décisions quotidiennes, par exemple des recommandations de produits, on le sait avec Netflix et ce genre de produits, mais par exemple les décisions de justice aussi. On a par exemple déjà eu des cas, et là on en a cité un avec les références à la fin de la présentation si ça vous intéresse, sur par exemple une application de reconnaissance faciale qui a été utilisée aux États-Unis et qui a désigné comme auteur d'un crime une personne de couleur ici en l'occurrence, alors que dans les faits c'était pas du tout elle. Et donc les policiers ont fait confiance à un ordinateur, à un robot, pour arrêter quelqu'un, ce qui a eu toutes les conséquences que vous pouvez imaginer pour cette personne, même si l'erreur a été rapidement réparée, ça n'empêche que voilà, la confiance à une intelligence artificielle qui elle-même s'est trompée a eu des conséquences. On sait aussi que le développement d'esprit critique, c'est une soft skills qui est extrêmement souvent valorisée par les employeurs, au-delà des compétences techniques. Donc, que ce soit pour nous adultes ou que ce soit pour le futur des jeunes qui nous sont confiés, c'est quelque chose qui va être super important de développer. On sait aussi que remettre en cause le statu quo, c'est libérer la créativité et l'innovation. Et donc, le fait de pouvoir avoir un esprit critique sur les choses qui nous sont montrées, ça nous permet de pouvoir créer par ailleurs, de pouvoir être innovant par ailleurs. Ça, c'est super important. Et on sait aussi que ça peut potentiellement aider au développement de compétences sociales et émotionnelles, et notamment, par exemple, le fait de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, le fait de pouvoir écouter, le fait de pouvoir échanger, argumenter, pour tout ce qui est développement de compétences comme la communication, l'empathie, c'est extrêmement précieux. Donc voilà, toute une série de raisons, s'il en fallait, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincus que le développement d'esprit critique, c'est quelque chose d'important. Mais s'il fallait encore vous convaincre, voilà toute une série d'enjeux qui sont centraux dans la question du développement d'esprit critique en lien avec l'IA. Tu as la possibilité, Manuela, de passer les slides. Ah oui, c'est juste. Autant pour moi, j'avais oublié cette petite fonctionnalité. Du coup, j'enchaîne. Oui. Donc, je vous propose du coup de faire un petit saut dans le concret et de se dire, voilà, c'est bien, j'ai bien compris qu'il fallait développer l'esprit critique tant chez les adultes que chez les enfants, chez les jeunes. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que je sache, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de nos différents types d'acquis d'apprentissage pour développer ce fameux esprit critique. Comment on fait finalement? Alors, le premier, la première étape, c'est la question des savoirs, la question des connaissances. Et là, clairement, vous avez, pour la plupart d'entre vous, je pense, déjà suivi l'un ou l'autre des modules de ce projet AI for Edu, et donc notamment dans le module 1, qu'est-ce que c'est l'IA, comment ça fonctionne l'IA, quelles sont les sources d'information de l'IA, l'IA en particulier que j'utilise, elle se base sur quoi?
pour me donner une réponse. Quels sont les enjeux éthiques, sociaux, politiques, économiques et écologiques qui sont liés à l'IA? Ça, c'est toute une série de choses qu'il est intéressant de savoir, de partager via des webinaires, via des articles, via des MOOC, via son enseignant, pourquoi pas, si vous êtes aussi, vous, intéressé de transférer ce genre d'informations. C'est pas des informations qui sont forcément très difficiles à obtenir, et les différents modules de notre projet actuellement sont vraiment là pour justement essayer de synthétiser toutes ces choses et de vous les mettre à disposition, puisque les sources sont nombreuses. En termes de compréhension, à un niveau de la taxonomie de Bloom, au-delà des savoirs, comprendre toute une série de choses à propos de l'IA, et notamment comment est-ce qu'elle fait pour apprendre, hein, c'est quoi le machine learning, c'est quoi le deep learning, comment est-ce que l'IA fait pour générer les réponses les plus précises possibles aussi, comment est-ce que ça se fait que quand je suis dans un prompt plus précis, j'obtiens des réponses plus précises aussi, comment est-ce que je fais pour interagir avec elle de manière efficace et sûre, comment est-ce que je fais pour sélectionner la bonne IA? C'est toutes des choses qui sont pas faciles à faire, et c'est des choses qu'on voit dans nos modules. Si vous les avez pas encore suivis, je vous y invite évidemment avec grand plaisir. Et puis surtout, comment est-ce que je fais pour évaluer la fiabilité de la réponse de l'IA? Une fois que j'ai reçu cette réponse, comment est-ce que je peux être sûr que cette réponse est fiable? On verra évidemment que ça dépend certainement aussi de la nature de ce que vous avez demandé à l'intelligence artificielle. Et puis la troisième étape, c'est l'étape du faire. On peut mettre nos participants sur le clavier, main au clavier, main sur les touches, comme vous dites Laurent chez vous au Québec, si j'ai bien compris. On peut les faire s'entraîner, on peut les faire utiliser un prompt dans plusieurs IA différents, par exemple, pour voir un petit peu les différences. On peut utiliser l'IA dans différentes circonstances aussi, pour s'aider au début d'une tâche, ou au contraire une fois qu'on a déjà produit quelque chose pour la vérifier, ou au contraire pour analyser et évaluer quelque chose qui aurait été produit par quelqu'un d'autre. On peut confronter les points de vue aussi, faire en sorte de pouvoir avoir plusieurs sources. Alors des sources potentiellement qui sont liées à l'IA, mais pas que. Si on a posé une question à l'IA, on peut aller voir ce que d'autres types de sources qui ne sont pas des intelligences artificielles nous disent à ce sujet et comparer ça. Ça fait partie évidemment de toutes des techniques d'éducation aux médias qui sont bien connues depuis bien avant l'avènement de l'IA. Et puis varier les outils, ça c'est quelque chose qui est super important aussi, parce que quand on est mono-outil, forcément on a toujours le même type de réponse qui nous parvient. Et donc ce sont toutes des petites choses qu'on peut mettre en place pour déjà essayer de commencer à développer un petit peu cet esprit critique chez nos participants. Voilà, c'est toute une des. Alors oui. Mathieu, petite question. Oui. Il faut savoir est-ce que le faire et le chemin de l'IA qu'on va aborder maintenant peuvent aussi varier ici par rapport à certains contextes légaux ou moi je veux dire ici légaux, parce que par exemple chez nous au Québec, j'aurai l'occasion d'y revenir par après, se faire est influencé par des prescriptions légales qu'on nous donne de la part du ministère de l'Éducation, qui sont uniquement propres à ici au Québec. Et donc ça, j'hésiterai pas ici à vous faire ici une petite mise en lumière ici en fait des réalités de contexte par rapport au Québec, mais où exactement ici ça pourrait s'y différer selon l'endroit où on se trouve. Ouais. Alors j'en profite pour répondre à deux questions semblables que j'ai vues passer dans les questions. Je me permets, Adrien, si tu me passes. Il y a plusieurs personnes, notamment Eric et Sylvie, qui posent la question de l'âge pour l'utilisation de l'IA. Alors il n'y a pas de limite d'âge pour l'instant. En tout cas, les politiques, qu'elles soient locales, régionales, nationales, internationales, ne régissent pas ces questions d'utilisation de l'IA. Il n'y a pas non plus besoin d'autorisation parentale pour l'utilisation de l'IA. Donc c'est pas quelque chose qui est voilà à l'ordre du jour pour l'instant dans les animations qu'on donne en tout cas. Au contraire, on a envie de dire en fonction de la capacité de compréhension des enfants évidemment, à partir de la fin de la primaire. Moi par exemple, j'ai une fille qui est en fin de primaire et j'ai déjà fait avec elle des recherches à propos de l'IA quand c'est pertinent évidemment. C'est ce qu'on va voir juste après avec le chemin de l'IA, mais quand c'est pertinent, ça peut être intéressant juste pour leur montrer comment ça fonctionne, leur montrer les limites aussi, et le fait de pouvoir le faire une première fois de manière encadrée, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, justement ça leur permettra d'être plus sereins dans leur future utilisation. Donc je vois que tu dis, Sylvie, que l'utilisation de l'IA est interdite avant 18 ans, mais je n'ai pas la même source que toi. Voilà. Laurent, oui.
Et si je peux aussi vous mettre une petite mise en lumière ici en fait sur justement cette réalité de contexte ici au Québec. GPT en fait, de toute façon ici mettre la main sur les touches ici par les élèves quand il y a la création de compte, c'est quelque chose qui va plutôt être proscrit pour le moment. Mais sinon dans les types d'utilisation, même si elles étaient libres, ici ChatGPT ce serait ici pas avant 13 ans ce serait ici en fait un des trucs ici que j'ai déjà entendu ici en fait de ce côté-ci, en sachant que certains plaident ici pour voir un rehaussement en fait de cet âge. Ouais. Voilà ici pour la réalité de contexte. D'accord. Oui, je vois qu'Alicia dit aussi nouvelle législation en Europe, il faut 18 ans. Voilà, moi je n'étais pas au courant de ça, je lis. Après, il y a une différence aussi entre les prescrits des outils. Donc, si Gemini dit ceci, si Google dit ceci, évidemment, c'est des choses qui peuvent dire sans pouvoir forcément vérifier l'âge des participants. Maintenant, voilà, c'est toujours une question de responsabilité parentale et de responsabilité de chacun, et aussi de se dire, en fait, oui, peut-être que l'usage seul ou l'usage intempestif des IA, mais pareil, comme dit Jonathan, comme pour les réseaux sociaux ou comme pour Internet seul, est problématique. Mais ici, on parle d'un usage encadré, d'un usage pour développer l'esprit critique, d'un usage accompagné. Donc, on est évidemment dans quelque chose de tout à fait différent. Et oui, Jonathan. On verra ce que ça avance. Ouais. Ça fait plaisir de voir que Jonathan est là. Nous a rejoint. Est-ce qu'il est sorti des bouchons? On ne sait pas. Que lui a cette remarque, hein, finalement, c'est un peu comme pour aller sur les réseaux sociaux. Hein, c'est un peu le même souci. Et donc, alors, chemin de l'IA. Oui, ce fameux chemin de l'IA. Vous connaissez tous ce chemin où finalement, quand on veut utiliser l'IA, on passe par toute une série d'étapes. Le fait de définir de quoi on a besoin, quelle est la situation dans laquelle j'ai envie d'utiliser l'IA. Du coup, quel est l'outil le plus adéquat pour moi si j'ai envie de faire une image, si j'ai envie de faire un texte, etc. Rédiger le prompt le plus précis possible, voir quelle est la réponse de l'IA, éventuellement faire des itérations, refaire un prompt, retrouver une réponse pour faire en sorte d'avoir quelque chose le plus précis possible, et puis terminer par utiliser la production en toute transparence, si c'est pour dans un travail par exemple, pour pouvoir être tout à fait transparent et intègre par rapport à ça. Moi, ce que j'avais envie de faire par rapport à ce chemin qu'on connaît tous, que je ne vais pas réexpliquer dans les détails, c'est de rajouter un petit point avant le point 1, qui est le point 0. Le point 0, c'est est-ce qu'on est sûr que l'usage de l'IA est nécessaire, utile et adéquat dans cette situation-ci? Alors, ça a beaucoup d'intérêt, évidemment, de se poser cette question. Le premier intérêt pour notre question d'esprit critique, c'est de savoir, en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un autre outil, un moteur de recherche, une ressource, un article, etc., qui sont plus intéressants pour moi au niveau de la véracité des faits que l'IA pour répondre à ma question. Par exemple, si vous cherchez une réponse factuelle, une réponse précise, quelque chose pour lequel il y a une réponse correcte et une réponse incorrecte, c'est pas l'IA qui va vous la donner. Vous devez aller sur un moteur de recherche, vous devez aller dans un autre outil qui va pouvoir vous donner ça. Si vous devez trouver une réponse très actualisée, par exemple, on sait aussi que l'IA n'est pas bonne pour ça. Si vous cherchez par contre à avoir une réponse plus créative, si vous cherchez à avoir des propositions, si vous cherchez à avoir des idées, etc., ça, l'IA du coup est un bon outil pour ça. Il y a aussi la question de la nécessité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une recherche sur l'IA pour la question que je me pose, notamment en regard de tout ce qu'on sait sur les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Donc la question vraiment en amont de toute, un outil plus écologique, c'est vraiment ça. La question en amont de toutes ces recherches avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment de savoir si c'est utile, si c'est nécessaire et si c'est adéquat d'utiliser cette IA, ou s'il y a peut-être d'autres outils qui sont plus intéressants. Ouais, justement, j'allais faire le parallèle avec cette question de est-ce nécessaire avec le webinaire qu'on a eu sur les impacts environnementaux. Roselyne l'a soulevé également. Donc, si vous voulez retrouver ce webinaire, rendez-vous sur le site de l'EduLab. Il est mis dans nos ressources. J'ai mis le lien en répondant à une question. Et donc, on arrive à une petite autre question avec un petit Pinocchio. Est-ce que l'IA ment? Alors ça, c'est une autre question qu'on vous pose dans l'onglet sondage. Je vais le publier dès maintenant. Alors oui, elle peut mentir si elle est mal programmée ou biaisée. Non, l'IA ne ment pas, elle reflète juste les données qu'on lui donne. Ou cela dépend de l'IA et de son utilisation. Voici les quelques questions qu'on vous propose aujourd'hui. En parlant de questions, je vais aller faire un petit tour du côté de l'onglet questions. Il y avait une question de Christine qui demandait un petit peu s'il y avait des mots-clés pour poser les questions, par exemple
à une IA. Alors on sort un peu du thème ici sur l'esprit critique, mais voilà, tant qu'on y est, on répond aux questions. Est-ce qu'il y a des mots-clés pour poser les questions comme avec Google? Il y a des mots-clés, il faut absolument que Christine vienne au module 2 sur les prompts avancés et elle aura toutes les réponses à ces questions. C'est bien vendu, Manu. C'est bien. C'est beau, ça. C'est notre commercial. Non, c'est clair qu'il y a des trucs, il y a des astuces, il y a même des prompts tout faits, il y a des prompts qui tuent, comme on les appelle, qui permettent d'être vraiment beaucoup plus efficaces dans nos demandes à l'IA. Et sans rire, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on explique en détail et qu'on teste ensemble dans le module 2. Donc voilà, si c'est pas encore suivi, Christine, je t'invite à le suivre. Ce serait trop long à expliquer là maintenant. Petit teasing, tant qu'on y est, je vous l'annonce, dans pas longtemps, il y a certainement un guide qui paraîtra en fait sur 10 requêtes pour pouvoir prendre en main un nouveau cours et qui pourra aussi très bien vous aider à pouvoir développer des compétences propres à l'esprit critique sur l'école branchée. Voilà. Trop bien. Voilà, que de compléments finalement entre ce module 2 et ce petit livre de l'école branchée. Alors la réponse qui émerge à 55% de notre petit sondage, est-ce que l'IA ment? Non, l'IA ne ment pas, elle reflète les données qu'on lui donne. Donc pour plus de la moitié d'entre vous, 35% nous disent oui, l'IA peut mentir si elle est mal programmée ou biaisée, et 9% nous disent ça dépend de l'IA et de son utilisation. Je vais poser la question à Anthony. Tiens, est-ce que l'IA ment, Anthony? C'est une bonne question, et c'est surtout une question qui est fondamentalement humaine, parce que lorsque l'on pense au mensonge, on pense à quelque chose qui nous impacte en tant qu'humain, mais qui n'impacte pas une machine, puisque elle n'a une machine pas d'intérêt de mentir, d'intérêt ni de volonté de mentir. Une IA, et notamment les IA génératives, il faut quand même se rappeler qu'elles sont là pour nous générer du contenu. Il y a ce principe dans lequel on a une entrée, une demande, que cette demande, elle est calculée, hein, c'est une série de calculs qui s'effectuent, et que l'IA, il lui est demandé de générer un résultat. Sur base de ce résultat, alors nous, on interprète que l'IA a menti ou non. Mais l'IA, son job au final, c'était de produire quelque chose, et ça, elle n'aime pas nous décevoir, et elle va toujours essayer de le faire. Ça veut donc dire qu'en fait, il y a un certain postulat de départ à prendre en compte, c'est que l'IA n'a pas de notion de vérité, l'IA n'a pas de notion de mensonge. En fait, on pourrait dire, et ça c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont notamment des philosophes et des chercheurs qui le disent, l'IA baratine. L'IA, sa spécialité, c'est de broder, à partir de quelques mots, de broder une réponse qui, semble-t-il, devrait mathématiquement être plus ou moins correcte. Mais c'est tout à fait du ressort des mathématiques et pas du ressort d'une fonction cognitive ou d'un mensonge, d'un sentiment. Donc, faut faire attention quand on utilise des termes, je pense, tels que le mensonge, parce que l'on colle une étiquette sur une IA, on l'humanise alors que elle ne l'est pas. Je pense aussi que du coup, lorsque l'on prend ça en compte, on peut se demander du coup quels sont les outils humains que l'on possède, et ça c'est la suite de l'intervention. Quels sont les outils humains que l'on possède pour faire face à ça? J'ai une question à te poser, Anthony, avant ça. Oui. Attends un peu avant la question. Sur l'IA qui ment. Est-ce que du coup, on pourrait faire le lien avec le fait non pas que l'IA veuille mentir, mais que certaines personnes humaines puissent utiliser l'IA pour créer des mensonges de manière volontaire? On parlait tout à l'heure des deepfakes, on est là-dedans. En fait, on n'arrête pas d'en revenir à ce que l'IA soit un outil. L'IA, c'est un outil. Et donc, comme tu le dis, et c'est là que c'est intéressant, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice d'une IA peut faire en sorte que l'IA mente. Jonathan le citait dans le chat, on peut demander à une IA de mentir. On peut demander à une IA de nous aider à mentir. Alors, elle dira parfois qu'elle ne peut pas le faire, mais on peut toujours trouver des moyens pour lui faire mentir. Mais c'est vrai que tu as raison. On peut faire produire du contenu à une IA qui est du ressort du mensonge. Mais ce contenu, il est du ressort du mensonge parce que l'humain derrière a aiguillé vers ça. Intentionnellement ou pas. Et moi, j'avais envie de rajouter un petit quelque chose à votre réflexion. Si jamais vous ne connaissez pas Monsieur Phi, sur les réseaux sociaux, il a une chaîne YouTube et il réalise pas mal de vidéos à portée philosophique où il lit justement les thématiques de l'IA. Alors, il n'a pas abordé en tant que tel le mensonge, bien que dans différents de ses contenus, cette notion de mensonge revient. Je vous envoie par exemple dans le chat une petite vidéo où
la thématique était agachante, vous allez voir le contenu ici est vraiment ici bien soutenu. Est-ce qu'en fait une IA ici peut faire preuve de conscience? Alors je vous spoil pas en fait le résultat en fait de sa vidéo, mais c'est très bien appuyé par de la recherche, par de la vulgarisation, et vous allez voir ici que ça va totalement rejoindre ici ce que vous étiez en train de dire, et je trouve ça intéressant de faire connaître ici cet aspect philosophique avec en plus de ça un apport numérique. Pour moi ici les deux se rejoignent amplement dans cette belle discussion. Bien, merci Laurent pour justement encore des ressources. Hein. Le Digipad, il va être chargé. Hein. Je pense que mais il ne frôlera pas l'indigestion, je le sais bien, parce qu'on ne lui offre que de la qualité. Et donc, Anthony, tu as abordé ce point de se dire, mais finalement, tiens, est-ce qu'il y a des outils pour nous aider à déceler s'il y a ment ou du moins nous donne des informations qui sont fausses? Oui, et le premier vecteur qu'on a voulu prendre, en tout cas le premier postulat de départ qu'on a voulu prendre avec Laurent, avec Manuela, c'est donc cette question qui tue, comment on repère un contenu généré par une IA plutôt que par l'humain. C'est d'abord de se dire qu'on a des outils humains pour le faire. Et les outils humains, la première chose qu'on a envie de dire, parce qu'on a commencé ce webinaire Esprit Critique sur cette question-là, ou en tout cas sur cet aspect-là, c'est que on analyse de l'information depuis longtemps, bien avant l'IA. Et donc, il s'agirait sans doute de faire prendre conscience à tout le monde que on a quelques questions à se poser que, en fait, on se posait déjà avant, à savoir quelle est la nature de l'information qui m'est présentée, c'est quoi ce que je regarde actuellement, quel est l'auteur du partage de cette information, qu'il soit l'auteur même de l'information ou qu'il partage juste une information qu'il a trouvée et il se dit c'est très bien, je vais partager cette info-là. Est-ce que la personne qui me partage cette information a le niveau de compétence requise pour me la partager ou en tout cas pour m'en donner une affirmation? Je prends souvent comme exemple dans les animations que l'on donne dans les classes l'exemple d'un chercheur dans un certain domaine scientifique qui n'a pas, même s'il est chercheuse ou chercheur ou qu'elle est chercheuse, hein, lorsque c'est une femme, qui n'a pas vocation à connaître tous les domaines scientifiques. Et donc, quand un chercheur en physique nous exprime son avis sur un sujet en chimie, on n'a pas en face de nous l'expert dans sa branche d'expertise. Et donc, on se questionne sur qui partage cette information-là. Et puis surtout, si on nous partage une info générée par de l'IA, quelle IA a généré cette info? Laurent parlait tout à l'heure des aspects géopolitiques des IA. On sait qu'il y a là un grand combat qui se mène entre de différentes parties du monde qui veulent toutes prendre l'ascendant sur ce domaine de l'IA qui est assez neuf, Et donc, il faut aussi se questionner sur ça, sur quel est l'outil qui a généré ça et par quels intérêts éventuels peut-il être mené. On terminerait aussi là-dessus sur ne pas se fier à la popularité d'une image. La popularité d'une information qui est partagée n'est pas toujours du ressort de sa véracité. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est pas parce que beaucoup de monde le disent très fort que quelque chose est vrai. J'aime beaucoup le travail qui est en train de se faire dans le chat, par exemple, sur les questions juridiques sur l'IA parce que c'est super intéressant. On est en train de faire en intelligence collective de l'esprit critique, d'aller rechercher les lois, d'aller remonter les articles de loi au fur et à mesure pour voir, OK, ça c'est au niveau de l'application, ça c'est au niveau de la loi européenne. Laurent, tu partageais tout à l'heure le côté, le versant québécois de l'info. Donc c'est important aussi. En réfléchissant à ça, en secondaire, on utilise parfois un outil qu'on appelle les 3 QPOC. Et donc, c'est qui, quand, quoi, pourquoi, comment et où. Et ces outils-là que l'on donne à des étudiants pour critiquer les documents historiques, eh bien, peuvent être un point de départ, une base pour se questionner sur les questions essentielles à se poser sur la véracité d'une information sur l'IA. On peut peut-être passer aux quelques indices, Adrien. Dis-moi. Tu as la main dessus aussi, Anthony, donc n'hésite pas. Mais c'est vrai que ce que tu disais aussi, c'est qu'il y avait une étude qui avait été faite, je pense, il y a déjà quelques années, qui disait qu'une fake news, par exemple, se propageait 6 fois plus vite qu'une vraie information. Donc, d'autant plus, ça amplifie ce que tu dis justement, que ce n'est pas parce qu'une news fait du bruit qu'elle est fondamentalement vraie. Ouais, ça, je peux même te dire que ça faisait l'objet d'une question de recherche dans mon cours de sciences sociales quand je le donnais encore en Belgique et que c'était vraiment multifacteur de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'elle se propageait le plus rapidement. Il y avait vraiment tout un pan social, le fait de ne pas vouloir ici en fait se faire exclure d'un groupe. On pense aussi avoir un certain avantage social, économique en partageant cette fausse information. Il y a une certaine forme de normativité qui s'opère
Il y a aussi les biais cognitifs qui rentrent en jeu. Et je vois ici que Josette Marie le partage, et ça va être assez bien développé aussi dans les différents outils qu'on va proposer après. Et donc, ce multifacteur fait aussi qu'on peut être réceptif à ces fausses nouvelles, même en étant aussi très bien éduqué, faut le dire. Donc voilà pour le petit point. Mais donc, Anthony, tu vas nous donner un peu des petits tips justement pour essayer de détecter si c'est de l'IA ou de l'humain qui se cache derrière une rédaction, par exemple. Bah oui, derrière une rédaction. Alors, le tout premier, notamment quand on est enseignant confronté à une rédaction d'élèves qui subitement se met à développer un style et une prose incroyable, mais il y a quand même ce fait que le style peut différer très fort du niveau habituel de l'auteur, ce qui nous donne un petit indice du niveau des termes utilisés, du niveau langagier, de l'articulation des phrases. Hein. On sait reconnaître lorsque une personne, lorsqu'on lit régulièrement une personne, on sait reconnaître son style de phrase. Est-ce que cette personne a des phrases plutôt longues ou plutôt simples dans la construction? On a avec l'IA quand même une certaine homogénéité dans la structure et dans la grammaire des phrases fournies par l'IA. De plus en plus de personnes sont capables de dire ah bah oui, c'est ça, on voit sur les réseaux sociaux, on voit dans des articles, etc. On voit que c'est de l'IA. Et s'il y a là quelque chose de l'ordre de la perception, en fait, on peut mettre des mots là-dessus. C'est cette homogénéité dans la structure et la grammaire qui nous sonne tellement IA, ça sonne comme de l'IA. On a des mots, un enchaînement de mots mais pas de sens. Parfois d'ailleurs, l'IA tourne un peu en boucle autour de certaines choses et on voit qu'elle tire sur un fil pour dérouler une longue histoire, alors qu'au final, ça pouvait se résumer très vite. L'humain va peut-être parfois aller moins dans ce biais-là. Le manque de nuances, hein, on sent bien dans la lecture qu'on a une lecture très machinale. C'est très moyen en général, c'est très superficiel aussi. On ne va pas rentrer trop dans le détail. C'est pas personnalisé, il n'y a pas d'adaptation au contexte. Et alors, bon, l'absence de faute d'orthographe, effectivement, discuter avec les collègues aussi, hein, ça, quand on a des textes parfaitement orthographiés, c'est louche. Vous ne remercierez jamais assez vos élèves de commettre des petits impairs orthographiques de temps en temps que lorsque vous voulez analyser, voir si c'est vrai ou pas ce qu'ils vous écrivent. Est-ce que je peux essayer de partager une petite anecdote à ce sujet, Anthony? Faut savoir que moi, par exemple, présentement, je suis au Québec. Il y a des règles de ponctuation qui s'opèrent spécifiques au Québec. Par exemple, on ne met pas d'espace après le point d'exclamation ou le point d'interrogation. On met toujours des guillemets à la française. Et je peux dire que quand une IA me génère du texte, elle a encore tendance actuellement à me mettre un espace après le point d'interrogation et après le point d'exclamation. Et donc, ça veut dire ici que même si ça ne fait pas de faute d'orthographe, quelquefois, dans les nuances culturel où on peut se trouver, eh bien, il peut y avoir ici en fait des petites fautes de frappe comme ceci qui nous permettent aussi d'identifier si ça a été généré par IA. Et depuis lors, maintenant, quand je génère mon texte par IA, c'est un petit truc que je dois corriger ou bien je dois le configurer à l'avance en disant voici les règles de ponctuation québécoises, il va falloir que tu écrives de cette manière aussi. Est-ce que si en tant qu'élève, je me dis tiens, je vais mettre quelques petites fautes volontairement pour faire croire que c'est moi, peut-être, ça pourrait arriver, non? Mais ça enlève un critère, mais pas les autres. Ça enlève le critère de l'orthographe, qui est un critère parmi tant d'autres. C'est une grille d'analyse qu'on donne. Ça n'enlèvera pas le style qui parfois ne se ressemble pas. Honnêtement, je pense que pas mal d'enseignants savent qu'on les reconnaît, les élèves, quand ils écrivent. On pourrait le dire avant même qu'eux écrivent, on peut dire ce qu'ils vont écrire. Vous êtes meilleurs que des IA. Ce que tu dis, Adrien, peut être tout à fait juste. Par contre, pour la détection dont on va parler juste après, qui est la détection par des machines, la détection par des outils numériques de l'IA, effectivement, le fait de rajouter une faute d'orthographe, des ponctuations différentes, des parenthèses, des choses comme ça, peut faire passer un taux de détection de 25% écrit par l'IA ou 25% écrit par un humain à 75% dans l'autre sens. Donc, il faut parfois pas grand-chose pour que les outils numériques de détection de l'IA, comme Compilatio par exemple, perdent complètement les pédales. D'où l'intérêt de limiter la confiance qu'on fait à ces outils-là. Et alors, je pense qu'Anthony, tu nous as fait un petit exemple justement avec un post sur les réseaux sociaux, l'un homemade, on va dire, et l'autre un peu pimpé par l'IA.
Absolument, j'ai préparé mes devoirs et donc je me suis dit qu'après ce webinaire, j'allais absolument poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Dans le chat, est-ce qu'on peut écrire très très vite, à votre avis, lequel est de l'IA et lequel ne l'est pas? On va exercer votre nouvelle capacité de détection. On va vous demander lequel est de l'IA plutôt. Ouais, ce sera plus simple. Lequel est de l'IA, le 1 ou le 2? Voilà, à votre avis. Prenez une seconde pour le lire. C'est une grosse majorité de 2 qui arrivent. Hein. J'ai vu 1, mais pour le reste, c'est beaucoup d'être 2. Oui, c'est énorme. Hein. Il y a quelques 1. Je serais même assez curieux de savoir si certains de nos spectateurs ce soir ont formulé leurs réponses avant même de lire les 2 textes. Parce qu'en fait, effectivement, on a dans ces textes, rien qu'à la forme de la réponse, on a tout le côté IA. Il y a des smileys partout. On tire sur le fil, comme on l'explique tout à l'heure, et on voit très bien que dans le prompt initial, on a demandé à l'IA de générer un post pour les réseaux sociaux. Et donc, elle nous sort même le hashtag « Comme ça, c'est fait ». C'est ce qu'on nous dit dans le chat, hein. Effectivement, juste à la forme, Victoria nous dit les emojis, la structure nous dit Aurélie, enfin Dominique, Noémie, Mathieu sont aussi d'accord, ils ont même pas lu. C'est pour eux, c'était obvious, c'était l'IA. C'est correct, bravo, c'était le numéro 2. On le voit souvent sur les réseaux sociaux et on le voit de plus en plus, hein, des posts générés à l'IA. Et il y a plein de personnes qui commencent à le repérer très très vite. Les hashtags, c'est criant, oui, c'est vrai. Du coup, il faudrait peut-être se demander si ça déforce pas le message, in fine. Oui, c'est sûr. Mais après, je pense aussi il y a un côté où l'IA s'inspire justement de ce qui était considéré comme bien fait comme post et tous les marketeurs vous diront mettez des emojis, mettez des hashtags suivant le réseau sur lequel vous êtes. Donc voilà, j'ai bien aimé la remarque de Jonathan aussi, le 1 c'est de l'IA mais en compte gratuit. Je ne suis pas une IA gratuite. Ah bon? Donc voilà, ici la différence, comme tu l'as dit, elle réside déjà énormément dans la structure et dans ces emojis également. Je pense qu'on a aussi une autre petite question dans le chat pour notre public, Anthony. Absolument, et on va encore aller plus loin dans leur capacité à détecter du contenu IA. À votre avis, à propos de quel sujet la RTBF a-t-elle eu recours à l'IA pour écrire des articles en masse et les publier tous en quelques heures? On vous laisse répondre. J'ai vu qu'il y avait une question dans l'onglet questions qui n'avait pas encore été répondue. C'était celle de Rudy qui demandait comment éviter de tomber dans le complotisme si nous avons une analyse trop critique. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà, la première chose, c'est considérer que se poser des questions, c'est ça. Se poser des questions ici concernant la véracité d'une information, même si elle paraît évidente, ça reste ça. Mais la limite va être aussi en fait de considérer qu'à partir du moment où on vous présente une preuve qui est officielle, il faut la considérer aussi en fait si elle est prouvée comme étant une preuve qui est acceptable pour pouvoir accepter l'information. Je vais par exemple prendre la désinformation concernant le fait certains pensent qu'on n'a jamais été sur la Lune. C'est parce que ces personnes, malgré les différentes preuves officielles qui sont présentées, remettent en question en fait les différentes explications qui sont données par un État à un organisme officiel. Là est sûrement la limite pour pouvoir ne pas tomber dans le complotisme, c'est qu'à un certain moment, en bout de route, il faut pouvoir accepter cette information vérifiée. Alors, il y a aussi une deuxième différence, c'est que les personnes complotistes vont avoir tendance à poser des questions en ayant déjà la réponse. Et donc, c'est-à-dire que l'intention derrière la question n'est pas neutre. L'intention est de piéger, l'intention est de prouver, en fait, que l'autre personne a tort. Or, la question, lorsqu'on la pose, doit être exempt, en fait, de jugement, même si c'est compliqué, pour pouvoir dire tiens, est-ce que finalement on est en capacité de douter ou est-ce que finalement c'est moi qui ai un jugement qui est biaisé? Et ça vraiment, je pense, c'est un axe qui est important, c'est s'interroger sur l'intention qu'on a soi-même par rapport au questionnement et s'interroger à l'intention que l'autre a en posant une question, parce que sinon on va vite se retrouver en fait à perdre son temps, à devoir justifier des choses qui ne devraient pas l'être pour autant. Voilà, je dirais ça comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse à la question de Rudy. Et donc, nous, on vous posait une autre question qui était à savoir, à votre avis, à propos de quel sujet la RTBF a-t-elle eu recours à l'IA
pour écrire des articles en masse, les publier toutes les heures. Et vous avez eu la bonne réponse, c'est effectivement les élections. Eric nous dit même que c'est un article qui a été partagé dans les explorateurs numériques et IA. Donc on a vraiment des gens attentifs dans la communauté. Est-ce que c'est pas un peu osé que la RTB file comme ça les résultats des élections à une intelligence artificielle, parce que c'est quand même un sujet un peu touchy. L'article qui en effet venait du groupe des exploratrices et des explorateurs du numérique et de l'IA, on a pris cela de la communauté parce qu'on trouvait cet apport vachement intéressant. Donc merci à la communauté qui a participé à la préparation de ce webinaire. On vous avait prévenu il y a quelques semaines qu'on vous observait pour préparer le webinaire. L'article explique bien dans le détail ce que l'RTBF fait de l'éducation là-dessus autour de leur fonctionnement et explique bien qu'ils ont fait des partis pris pour que l'IA ne puisse pas faire n'importe quoi. D'abord, ils expliquent que l'IA n'a pas généré de données. Tout ce qui est du ressort de la statistique a été fait par ailleurs, par de l'humain et pas par l'IA. L'IA a ensuite été entraînée. Elle fonctionne sur un set de données en vase clos et ensuite elle était relue par des humains. Alors, parce que je vois que l'heure avance, je vais passer tous les détails de ces explications, mais en gros, pour moi, on doit retenir ça. Il y a une utilisation d'une IA d'une certaine façon contrôlée avec de la relecture par des humains. Les données, elles, n'ont jamais été dans les mains de l'IA. L'IA n'a fait que formuler quelque chose de très factuel de voilà, il y a eu autant de voix et donc c'est machin le bourgmestre ou la bourgmestre ou les chefins, etc. L'IA n'a fait que générer ça et c'est ce qui a permis de générer tout ça très vite. Je ne sais pas si Manu, Laurent, j'ai tout expliqué correctement de ce qu'on devait dire là-dessus. Oui, c'est ça. C'est vraiment important de se dire qu'en fait, il y a je sais pas combien de 500, 600 communes en Belgique et qu'il fallait avoir 3 types d'articles pour chaque commune avec 3 moments clés de la diffusion des résultats et que forcément avec les 5, 10, 15 journalistes qui étaient présents ce soir-là à la rédaction, c'était pas possible de faire les 900 articles et les mettre tous en ligne d'un coup. Il disait aussi qu'il pouvait pas non plus demander à un ordinateur simplement de prendre un texte à trous en remplaçant le trou numéro 1 par le nom de la commune, le trou numéro 2 par le meilleur score, le trou numéro 3 par le deuxième meilleur score par exemple, parce que sinon on aurait eu tous des articles similaires. Donc ici l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'était de pouvoir avoir un objectif commun, quelque chose qui soit partagé dans l'ensemble des articles, tout en ayant une mise en forme et une mise en phrase un peu différente. Et il disait en fait le gros intérêt par rapport au fait de simplement diffuser les chiffres dans des tableaux, c'est que de en niveau de l'accessibilité pour les personnes qui ont de certaines déficiences ou qui ont des difficultés à lire les tableaux, c'était super intéressant. Dans la question des référencements par les moteurs de recherche, c'était beaucoup plus intéressant aussi d'écrire en texte que d'écrire sous forme de data ou de tableau. Et qu'en plus, au niveau de leur fil d'actualité, en fait, le fait de mettre à jour un tableau ne met pas à jour l'information dans le fil d'actualité des gens, alors que le fait de mettre à jour un texte, oui. Et donc voilà, il y avait toute une série de raisons tout à fait concrètes et pertinentes qui ont poussé la RTBF à faire ce test, parce qu'il faut dire, comme tu le disais, qu'il y a eu des tests qui ont déjà été faits dans le passé, si c'était le test le plus abouti, sur une thématique, et non pas la mort de Michel Blanc, comme je l'ai vu dans le chat, une thématique où il y avait besoin de générer d'un coup un grand nombre d'articles qui devaient tous être différents les uns des autres, mais qui devaient tous partir au même moment. Donc là, clairement, c'est une manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour soulager la capacité d'écriture d'une petite équipe de journalistes finalement. Ouais, c'est ça, c'est clairement un travail d'assistant finalement qui a été fait. Voilà, c'est ça. Et relu par l'humain, c'est important à le souligner. C'est important. Laurent, moi mais j'avais envie de compléter finalement ici vos super échanges en disant on a déjà là un exemple de thématique qui pourrait faire office d'introduction pour un cours. Prendre cet article, pouvoir le présenter à nos jeunes et nos élèves et les questionner au niveau de l'esprit critique sur les questions qu'on aborde en se disant mais tiens, est-ce que selon vous c'est quelque chose de pertinent? Est-ce qu'il y a des dangers? Et puis alors après analyser plus en fond ce qui concerne l'article, c'est déjà en fait parler d'IA sans pour autant utiliser une IA directement. Et là aussi en fait le travail concernant la littératie sur l'esprit critique
lié à l'IA peut se faire en étant totalement les mains hors des touches, et on a un bon article, je pense, qui peut faire une très bonne introduction, confronter les points de vue, c'est aussi développer l'esprit critique qui concerne l'IA. J'aime beaucoup cette expression, les mains hors des touches, Laurent. On a vu donc avec Anthony comment repérer un style rédactionnel qui pourrait être fait par de l'IA. On va voir maintenant avec toi, Laurent, en termes d'image finalement, qu'est-ce qui pourrait être fait par de l'IA? Alors on vous pose la question dans l'onglet sondage, je le publie à l'instant. Selon vous, laquelle de ces images a été générée par une IA? Est-ce que c'est celle de gauche, celle de droite, les deux, ou aucune des deux? On attend vos réponses dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à nous dire. Alors, vous allez dans le chat, mais l'onglet sondage, on aura une vue d'ensemble qui sera plus simple. En tout cas, je vois beaucoup de 1 qui arrivent. 1. Et si je vais dans l'onglet sondage, on nous dit que c'est celle de gauche à 70%. Donc, vous avez l'air d'être quand même assez raccord. Laurent, verdict. Eh bien, écoute, on va ici tout de suite révéler. Donc, d'abord, ici, un tout petit mot sur l'endroit d'où viennent ces deux images. Ça vient du site Which Face is Real. Désolé, excusez-moi pour mon accent anglais, je viens d'une partie francophone du Canada. Et donc, en gros, c'était bien l'image de droite qui était une vraie photo, et l'image de gauche était une image générée par IA. En quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce petit exercice? Et ça permet déjà en fait de faire travailler son esprit critique sur repérer des photos qui peuvent être faites par une intelligence artificielle. L'outil est disponible en libre accès sur Internet, et il vous détaille directement quelles sont les différentes techniques pour pouvoir travailler justement son identification d'indices, comme il les appelle, sur ce que peut être une image générée par une IA. Alors, là, le premier, en fait, ça pourrait être les dents. On a vu ici que certains modèles d'IA ont un petit peu du mal à générer des dents qui sont correctes. Ça ne veut pas dire pour autant que cette seule caractéristique va permettre d'identifier une image générée par une IA. On peut très bien avoir des dents d'une autre forme, et c'est aussi très bien comme ça. Les critères de beauté parfait est à proscrire. Les cheveux. Pourquoi les cheveux? Parce qu'on peut remarquer qu'en fait, la superposition des cheveux peut créer ici ce qu'on appelle des effets de parallaxe. Donc, c'est deux types d'images qui ont l'air de faire un flou, c'est pas très net, alors qu'ils devraient un petit peu plus l'être. Et donc, on a un aspect un peu moins naturel. Les ombres parallaxes peuvent aussi survenir à différents endroits, et donc c'est comme si on superposait deux images qui étaient presque les mêmes, et qu'on voit qu'il y a une petite ombre, c'était un peu déformé. Ça peut être aussi un indice qu'une photo a été générée par IA. Et enfin, des taches d'eau. Ça peut paraître un peu plus bizarre, mais quand on agrandit la photo de gauche, par exemple, on peut voir que c'est comme si on avait mis de toutes petites gouttelettes en fait sur l'image, et ça aussi, ça peut être un indice qu'une photo, et je parle bien d'une photo, peut être générée par IA. Maintenant, ça ne va pas être suffisant, parce que là, on est en train de parler de photos. On sait bien que la génération d'images par intelligence artificielle peut aussi se faire au sujet de fresques, au sujet de pseudo-peinture, ou au sujet d'images qui sont plutôt dessinées. Et là, ces caractéristiques ne vont pas permettre en fait de repérer si une image est faite ou non par une IA. Ça veut dire qu'on a une partie du puzzle, mais qu'on va pas avoir l'entièreté des caractéristiques qui vont nous permettre d'identifier si une image est faite par IA. Donc, il ne faut pas juste se reposer sur ça. Alors ensuite, on a justement des outils qui permettent de le faire et qui sont aussi des opportunités d'activité. Et là, Anto, c'est toi qui nous avais aussi proposé ça tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot. Ben oui, absolument. Pour reprendre, c'est un outil qu'on voit dans le module 1 du parcours. On fait encore référence aux autres modules du parcours, évidemment. Tout cela est bien lié. Il y a un outil disponible sur Astrapi qui est un tracker d'IA, et lui qui est directement utilisable en classe. Je pense que c'est Manu qui nous avait déniché cette jolie ressource. Et donc, on va là nous présenter des images, notamment Laurent, et j'ai apprécié le fait qu'on le cite ici,
pas que des photos, pas que le style photoréaliste, parce que le style photoréaliste, à la limite, c'est encore un des styles les plus perceptibles, parce qu'on est exposé à de la photo régulièrement. C'est un des styles les plus perceptibles. Il y a aussi des photos où on fait croire que ce sont des photos d'archives, avec des accidents, par exemple, impressionnants qui ont existé ou pas, ou de la peinture, etc., etc. Et donc, on nous demande dans ce tracker d'IA, est-ce que c'est fait avec de l'IA ou pas? La plus-value de cet outil-là, c'est qu'on va pouvoir répondre si oui ou non ça a été conçu avec de l'IA. Alors, j'imagine que ici, on voit bien avec les mains de la personne, avec les doigts de la personne qu'il a trop de doigts, il a un problème de doigts, cette personne. Mais surtout, on va expliquer la réponse aux jeunes par après, aux jeunes ou aux moins jeunes. Hein, mais on va nous expliquer la réponse. On va dire, bah voilà, sur cette image, la bonne réponse était tatatam, parce que on remarque que généralement les IA font ceci ou cela. Ça me permet aussi de rebondir dans les questions. On avait Giuseppe qui demandait, croyez-vous que l'on sera encore capable de faire la différence dans un an ou deux? Et à cela, pour moi, la question à l'heure actuelle, c'est un vrai défi. Parce que il ne faudrait pas croire que parce qu'aujourd'hui on dit comptez bien les doigts, que dans 2 ans ce sera encore valable. On sait aussi que les entraînements qui continuent à l'heure actuelle sur les modèles génératifs, clairement font attention à ça. On est en train de renforcer l'entraînement des IA sur des aspects que nous on a trop facile à voir. Donc ça change aussi. Ouais, puis il y a des gens qui naissent avec 6 doigts, hein, c'est ok. Hein. Absolument, tout est ok. Cette question de Giuseppe, on la voit énormément sur Twitter, enfin X maintenant, énormément de petites séquences vidéo qui sont postées, qui sont réalisées par de l'IA, qui met en scène des présidents américains, par exemple, qui font tout et n'importe quoi. Et on se dit dans 5 à 10 ans, où est-ce qu'on sera vis-à-vis de ça? Donc c'est quand même assez fou, quoi. Surtout quand les présidents américains eux-mêmes retweetent les photos générées par l'IA de eux-mêmes dans des situations fortuites. Alicia citait aussi un outil avec des objets générés par de l'IA, et effectivement c'est un outil lui également hein, dans le module 1 qui est hyper difficile parce que on a parfois des objets qui paraissent anciens et on se dit je ne connais juste pas cet objet, et donc ça c'est encore c'est l'étape au-dessus. Alors, Laurent, du coup, on a toute une série d'indices qui font penser à une image générée par l'IA quand on parle d'image de manière spécifique, et je ne sais plus qui devait les présenter. On peut se la partager. On peut se la partager. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Hein. Trop de doigts, trop de membres. Il y a parfois des jambes en plus, des bras en plus qui poussent. Ce que j'ai remarqué aussi déjà pas mal de fois, c'est que l'avant-plan parfois est très détaillé, mais que l'arrière-plan est complètement bâclé. Ou alors il est trop flou, pas assez flou. Il y a une partie qui est floue, l'autre partie pas floue. Je sais pas si vous avez déjà testé aussi de demander une image où il y a une écriture dedans, où par exemple vous avez le nom d'un bâtiment qui est écrit en grand, ou des présentations sur une présentation entre guillemets. Donc là clairement il y a aussi souvent des erreurs d'écriture, des lettres qui manquent, des choses comme ça. Ou alors des images qui sont trop nettes. Dans la photo que tu as montrée tout à l'heure, Laurent, c'était assez clair que quand tu zoomes un petit peu, la dame elle était extrêmement nette, et l'homme à côté il était beaucoup moins. Il y a aussi des images qui disparaissent ou qui se prolongent pas comme ils devraient dans des pièces, par exemple, des meubles qui à un moment s'arrêtent au milieu du meuble et tu sais pas très bien pourquoi. C'est pas normal. Ou des objets qui ne répondent pas aux lois physiques terrestres, qui flottent dans l'air, des objets sans pied, des gens qui flottent. Voilà, ça arrive aussi souvent, et c'est clairement des gros indices pour capter qu'une image a été générée par une IA. L'adage c'est trop beau pour être vrai, finalement, ça s'applique super bien, quoi. Et voilà, absolument. En se demandant tous ces indices, si à un moment mis côte à côte, qui peuvent parfois ne pas être suffisants, quels sont ici les apports qu'on pourra avoir dans les outils numériques pour avoir, encore une fois, une corde supplémentaire à son arc pour pouvoir débusquer ces éléments qui sont faits par IA. Alors, j'essaie de vous prendre quelques petits exemples qui vont vous parler. D'abord, cette image, je pense que vous l'avez vue et revue. Peut-être que certains ne l'ont pas vu. Je rebondis sur l'information parce que le pape était de passage en Belgique et ça n'a pas dû en fait vous échapper. Et donc, admettons, je vois passer une photo sur les réseaux sociaux d'un pape en doudoune. Il est en train ici de faire le tour justement ici des fidèles, etc. Et je me dis, tiens, est-ce que cette information peut être justement véridique ou est-ce que ce n'est pas ici plutôt justement quelque chose qui va être du registre du frère?
Alors, la recherche inversée, c'est quelque chose d'assez pratique à faire et assez simple et qu'on peut tous maîtriser, que l'on soit depuis un ordinateur ou depuis un appareil mobile comme un smartphone ou une tablette. Comment réaliser la recherche inversée? Eh bien, quand je vais être sur mon moteur de recherche Google, je vais avoir le petit symbole Lens qui va être sur le côté droit. Et lorsque je vais cliquer sur cette fonctionnalité, on va me proposer de télécharger une image où je vais pouvoir justement la vérifier. Je peux également coller l'URL directement d'une image qui se situerait sur Internet si je ne l'ai pas téléchargée. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir obtenir deux choses assez pertinentes à utiliser. Soit je retrouve la source d'origine qui est et qui correspond à cette image. Donc là, je vais pouvoir remonter jusqu'au premier endroit où l'image va être partagée. Deuxième possibilité, je vais voir ici ce que d'autres sources me disent sur cette image. Et là, par exemple, si je vais regarder ce que les autres sources vont me dire sur l'image du pad, eh bien, c'est que effectivement, cette image, elle est fake. Effectivement, cette image, elle est générée par une IA. Je vais pouvoir tomber sur différents sites médiatiques qui sont assez bien connus, qui ont fait aussi ce travail journalistique qui est nécessaire pour pouvoir évaluer si une information est vraie ou fausse. Et donc là, on a vraiment un travail, je ne retombe plus ici sur le mot, de debunk qui est fait par rapport à des images. Et donc là, c'est un outil que on a tous à notre disposition et on peut réaliser des activités avec ses élèves pour leur proposer la même chose. Proposez à vos élèves en fait une banque d'images qui est disponible sur un drive. Demandez-leur en fait de les utiliser et d'identifier les images qui sont produites d'une IA et celles qui sont véridiques. Et vous allez avoir un exercice d'éducation aux médias où on n'utilise pas nécessairement l'intelligence artificielle, mais on développe également l'esprit critique qui va pouvoir y être lié. Tiens, Anto et Manu, vous aviez déjà utilisé la recherche inversée pour faire ce genre de choses? Moi, j'avais déjà utilisé la recherche inversée, mais plutôt pour avoir des idées de quand cette image avait déjà été utilisée par le passé et dans quel contexte, mais pas pour des questions liées à l'IA, je l'avoue. Et toi, Anto? Oui, ou pour voir des... Oui. Oui, ça m'arrive parce que parfois ça paraît trop gros, mais moi j'aime surtout voir d'où vient l'info. En fait, je l'utilise parfois en sachant pertinemment que c'est de l'IA, mais pour voir d'où ça arrive, d'où ça vient. Alors, j'anticipe déjà sur une question et les vidéos, parce que vous avez parlé justement en fait de vidéos. Il faut savoir qu'il y a un petit plugin qui est très utile qu'on peut tous installer sur Chrome et qui s'appelle InVid. Vous allez installer en fait le plugin sur votre ordinateur ou sur votre Mac. Vous allez pouvoir intégrer le lien d'une vidéo ou une vidéo et il va ici faire le même travail que Google Images. J'y pense maintenant dans nos échanges et le plugin est gratuit et installable. Moi, je vous conseille de vraiment y jeter un coup d'œil. Ça doit valoir la peine. Alors, en termes d'outils, j'ai aussi une image. Je vous ai montré comment faire une recherche inversée. Est-ce qu'on peut raisonnablement détecter une image qui a été générée par IA? Alors, je vous avoue que par rapport au premier moment où je l'ai fait, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, les outils ont changé. Et les outils que j'utilisais au début, eh bien, sont devenus payants. Déception de ma part. Donc, j'ai cherché un autre qui pouvait être utilisable. Et j'ai trouvé, en fait, sur le site Hugging Face, qui est en fait une plateforme qui regroupe des modèles d'intelligence artificielle en libre accès, qui sont respectueux aussi à des données. Et sur cette plateforme, vous avez quelqu'un qui a développé, en fait, une utilisation d'un modèle de langage pour reconnaître si une image pouvait être produite par une IA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais mettre cette même image du pape dans ce site Hugging Face, donc l'application qui est signée juste là, eh bien, il va me donner une probabilité. La probabilité est qu'à 73%, c'est bien le pape qui a été généré par une intelligence artificielle. Et il me dit que 27% peut-être, en fait, c'est de la marque d'un humain. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle en termes de probabilité? Parce que vous allez le voir, on peut toujours modifier une image, la retoucher, prendre certains extraits. Et là, ici, c'est l'action de l'humain, finalement. Et donc, cette probabilité, je la trouve intéressante parce qu'on nous dit aussi il faut pouvoir garder un certain recul par rapport à la certitude de génération ou non. C'est un petit peu pareil que lors de la génération d'un texte. Si on fait confiance aveuglément à des outils en ligne, est-ce qu'à un moment, on va pas se flouer soi-même en utilisant cet outil? Est-ce que je vais pas faire plus de mal que de bien en disant à un élève, c'est sûr et certain, tu as généré ton contenu par IA? Ou à l'inverse, non, félicitations, t'as absolument pas fait ça. Il faut garder un certain regard critique avec les outils humains qu'on a développés juste avant. Et je vais vous faire ici la petite démonstration, justement, après, parce que
même cette image, en fait, peut être sujette à une modification. Regardez. Là, c'est moi qui me suis un peu amusé. Je vous avoue, je suis un peu taquin. Je me suis dit, et si on prenait l'image d'intelligence artificielle du pape, qu'on la découpait et qu'on la mettait dans une image qui est une vraie photo de manifestation de personnes qui manifestent pour l'IVG, qui sont plutôt ici pro-IVG. Ça aurait été assez drôle de voir cette situation cocasse. Et après, en découpant l'image du pape, on va la remettre dans cette image. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'outil qui repère précédemment le fait que l'image est générée par une IA va également me faire cette même recherche? Alors, avant de pouvoir ici vous présenter le résultat, j'aimerais bien ici vous faire un tout petit partage d'écran pour voir comment est-ce que j'ai procédé. Parce que ça aussi, ça peut très bien être un exemple finalement d'exercice que vous pourriez réaliser avec vos élèves. Pas tant pour leur faire créer des fakes, mais pour leur montrer face à vous lors d'une animation où vous suscitez le débat et la réaction, comment est-ce qu'on peut être amené à créer une fake? Comprendre le mécanisme par lequel une IA en fait peut être détournée pour créer une fausse information, c'est aussi une activité qui est intéressante. Alors encore une fois, dans ce cas-ci, on n'est pas obligé de mettre les élèves les mains sur les touches, mais simplement le projeter devant eux et montrer qu'il est facile de créer une fausse information peut leur faire développer un esprit critique en disant mais c'est vrai que les informations que je vois passer, est-ce qu'on est nécessairement dans ça? Alors j'ai l'image du pape qui est juste ici. Je suis dans Canva. Dans Canva, en fait, là maintenant, si je suis sur mon image, je vais pouvoir avoir l'occasion d'aller l'éditer. Alors, en allant éditer une image, vous allez avoir les outils du Studio Magique. Les outils du Studio Magique qui sont disponibles, par exemple, lorsque vous avez à votre disposition un compte Canva Éducation. Alors, vous avez effacé l'arrière-plan, gomme, capture magique. Moi, je vais simplement en fait demander d'effacer l'arrière-plan. Donc, ça veut dire ici que ce qu'il y a derrière le pape va s'effacer. Ça peut être aussi assez intéressant pour d'autres utilisations pédagogiques que vous désireriez en faire. Et là, le pape, en fait, m'apparaît ici détaché. Il ne me reste plus après qu'à aller copier cette information pour après venir la mettre dans une photo qui, elle, n'a pas été modifiée. Et mon image du pape, en fait, eh bien, est intégrée à celle-ci. Vous voyez, si je le fais, en fait, en manipulation devant les élèves pour faire prendre conscience des techniques de manipulation, c'est aussi éduquer sur le fait qu'ils peuvent être confrontés à des contenus qui sont modifiables en moins de 2 minutes. Et là, moi, j'ai créé une fake. Alors, si vous le faites, mettez un gros étiquette désinformation ou faux pour ne pas, à votre tour, propager des fausses informations. C'était quelque chose que j'avais également aussi envie de vous montrer. Alors, est-ce que mon petit exemple ici suscite des questions? Est-ce que Manu, vous avez envie de réagir ou est-ce que ça va pour le moment? Alors moi, la réaction moi j'ai surtout envie de te dire qu'il nous reste 11 minutes de webinaire et qu'il y a plein d'activités qu'on a encore envie de montrer et que donc pour moi il faut qu'on passe à la suite malheureusement. Ah ben, regardez, on sait qu'il est midi chez toi mais il est déjà 19h19 chez nous. Hein. Je passe pas par regarder. J'ai trompé ici les détecteurs. Donc ça veut dire que là, par un petit tour de piste, je montre que les détecteurs en fait malheureusement ne vont pas être à 100% fiables et donc ça va nécessiter un lien entre les outils humains et les outils numériques qui doivent être utilisés d'un seul et même tenant. L'un et l'autre ne suffiront pas. Alors quand on regarde en fait là maintenant ici comment ici travailler et développer l'esprit critique, Manu, est-ce que tu avais ici toi envie d'ajouter ici un petit point d'attention à ce niveau-là? Oui, je voulais dire qu'en fait, sur la question de où et quand travailler l'esprit critique, c'est une question de nouveau qui est vieille comme l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'il y a deux positions. Soit on dit, on va faire un cours là-dessus, une activité spécifique là-dessus, avec éventuellement une personne dédiée, un cours dédié à cet esprit critique, à l'éducation aux médias, à l'éducation à l'IA. Ou alors on peut dire qu'en fait, c'est une responsabilité diffuse à prendre par chaque enseignant dans son dispositif pédagogique en fonction de ses besoins, ses objectifs, mais qui du coup est dépendant du bon vouloir de chacun, de la formation de chacun, de ce que chacun aura envie de dire ou de pas dire à ses étudiants ou à ses élèves. Et du coup, peut-être que la bonne réponse ici entre les deux, si une bonne réponse il y a, c'est de se dire qu'en fait, tous les moyens sont bons et que donc faire des activités, des cours dédiés, c'est super. Faire en sorte que chaque enseignant puisse en parler directement dans son cours, c'est super aussi. Et qu'il ne faut pas forcément choisir entre les deux, mais qu'il y a plein de techniques, plein d'occasions pour travailler ses compétences d'esprit critique par rapport à l'IA. Et tu vas nous en donner quelques exemples, justement. Oui, bien sûr. Je vous ai déjà présenté un, mais sachez que les outils magiques dans Canva, pour moi, sont vraiment une très belle occasion
de pouvoir exercer. Soit l'enseignant les mains sur les touches et il fait réagir oralement les élèves, soit les mains sur les touches, tout va dépendre de votre contexte. Moi, par exemple, si on se place du côté du mien au Québec, les élèves ne mettront certainement pas les mains sur les touches pour aller dans les outils magiques de l'IA, tant que maintenant. En tout cas, peut-être que ça évoluera. En Belgique, si jamais en fait vous avez le feu vert, vous pouvez très bien aller vers cette deuxième utilisation. Alors, je vous propose justement un petit exemple de tâche. On développe l'esprit critique, je me situe dans un cours de sciences. Et là, dites-moi un petit peu, Manu, Ante, c'est quoi les éléments que vous identifieriez sur cette image comme source de pollution? Il y a plein de véhicules, Laurent, dans ton image. Tu as une 18 bandes avec des voitures, des bus partout, c'est super bouchonné. Ouais, moi je dirais aussi que manifestement, avec toute la fumée qui sort là, il doit y avoir des chauffages dans les bâtiments, des choses du style. Et puis on ne sait même pas comment est produit certaines sources d'énergie en tout cas. Ouais. Il y a énormément de building aussi, hein. Bah, vous voyez ce que je suis en train de faire ici devant vous, je suis en train ici en fait de stimuler votre analyse, mais aussi à un moment un côté critique en vous disant qu'est-ce que vous changeriez sur cette image pour qu'elle soit plus écologique. On peut ici faire de l'éducation aux médias et développer l'esprit critique par rapport aux réponses et les qualités données de l'IA, mais on peut aussi l'utiliser pour pouvoir alimenter un esprit critique qui est propre à des savoirs disciplinaires, comme là, par exemple, dans ce cas-ci, les sciences. Si je faisais la même démarche de vouloir modifier cette photo dans Canva avec les outils magiques pour la rendre plus écologique, eh bien, on prendrait le même chemin que ma modification du pad. Alors, comment est-ce que je le ferai, en fait, dans les faits? Là, en fait, ici, pour le coup, je vais encore une fois aller dans le studio magique et je vais sélectionner l'outil modification magique qui me permet, en fait, de changer différents aspects de l'image. Voici la même image, modifiée avec les mêmes fonctionnalités du studio magique, et où, par exemple, eh bien, j'ai changé un minimum les émissions de gaz à effet de serre, j'ai changé l'embouteillage du trafic routier pour y mettre un tram, c'est peut-être le tram, l'extension du tram de Liège, effectivement, et j'ai rajouté des éoliennes. Et là, vous voyez, en fait, c'est moi, l'enseignant, qui, à l'aide des interactions de mes élèves, modifie l'image en live. Et ça montre aussi aux élèves qu'on peut utiliser une modification à des fins plus positives. Et donc, ça veut dire que notre esprit critique, c'est de se dire que ces modifications peuvent aussi être quelque chose de bon. Mais tout dépend de l'intention aussi qu'on va utiliser avec ces nouveaux outils d'IA qui peuvent tantôt créer de la désinformation, mais tantôt aussi nous permettre de faire des exercices pédagogiques pour réfléchir à un monde meilleur et donc faire progresser les différentes pratiques. Encore un autre exemple. Une conversation avec un chatbot. On a vu que les robots conversationnels pouvaient être victimes de biais. Mais le fait de vouloir parler de biais en eux-mêmes peut être aussi une possibilité intéressante à développer avec les élèves. Et là, par exemple, ce projet, eh bien, je faisais discuter les élèves avec un chatbot que j'avais conçu. C'était une extension qu'on ajoutait à Facebook. Elle n'existe plus maintenant. Les élèves étaient confrontés à des propos discriminatoires, voire même racistes, et ils ne comprenaient pas en fait que l'objectif de l'activité, c'était de les confronter à cette situation. Et en 3, on analysait la conversation point par point pour qu'ils comprennent qu'un chatbot pouvait être et resserrer des stéréotypes et des préjugés parce que l'humain derrière avait lui-même été confronté à ces biais. Plus concrètement, et là maintenant plus positivement, je me suis donné ici ce petit exercice. J'ai configuré un petit GPT personnalisé qu'on va vous envoyer dès à présent dans le chat, et il s'appelle Monsieur Biais Cognitif. Alors Monsieur Biais Cognitif, je lui ai donné comme instruction de tout ramener au biais cognitif et d'éduquer au biais cognitif. Et donc ça veut dire que si vous lancez une conversation avec lui, vous allez avoir la possibilité de développer votre esprit critique et il va vous parler en temps réel de tous les biais cognitifs qui pourraient y être liés. Et même si vous dites que vous n'avez pas envie, il va tout ramener par rapport aux biais cognitifs. Il va vous proposer des exercices de métacognition qui peuvent également vous mettre dans une position réflexive et donc stimuler l'esprit critique qui peut être lié à une IA. Je vous conseille vraiment ici d'aller le tester, il est en libre accès. Il faut juste se connecter avec un compte sur ChatGPT. Si vous n'en avez pas, vous vous inscrivez pas rien que pour ça, mais ça peut être aussi une occasion d'éducation pour nos élèves tant que l'intention derrière un robot conversationnel est bien amenée comme celui-ci. J'espère ici que j'aurai dès à présent vos retours. Et enfin, un petit point ici sur les différents contenus qui sont disponibles ici au Québec, parce que je pense que ça mérite aussi d'être dit. Le récit univers social propose des tâches d'analyse iconographique en histoire. Et là, je dois vraiment citer Mathieu Mercier et Steve Quirion, mais il n'y a pas que, qui développent des séquences pédagogiques tournées autour de l'analyse d'images dans un contexte historique. Leurs tâches sont vraiment incroyables et ça vous montre aussi comment développer l'esprit critique à l'aide de l'IA, mais dans un savoir disciplinaire.
Aussi est sorti il n'y a pas longtemps ce guide, ou en tout cas ici ce rapport de l'université en fait de Laval, dont Simon Duduel en fait a collaboré. Et là ici, ça recense toutes les initiatives pour lutter contre la désinformation liée à l'IA, à l'hypertrucage. Et vous avez également des exemples belges, mais pas que. On traverse le monde entier. Je vous conseille d'aller la consulter. Ça se retrouve également sur le mur collaboratif que j'ai mis à votre disposition. Et je pense que j'ai fait le tour avec ma petite Québec Touch, pour le dire comme ça, ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Mission accomplie pour le timing. Respect, Laurent. Même outre-Atlantique, tu arrives à gérer ce timing incroyable, même avec le décalage horaire. Peut-être un mot de la fin, Laurent, Manuela, Anthony, pour conclure ce webinaire. On a eu vraiment énormément beaucoup d'échanges, beaucoup de ressources partagées. Est-ce que, dès lors, parmi tous ces partages, vous voudriez ajouter quelque chose? Honneur aux dames et à Manuela. Bon, c'est gentil ça. Je sais pas si c'est un honneur ou si c'est me lancer dans l'arène, parce que cette question-là, on l'avait pas préparée. Non, non. En fait, je trouve que c'est vraiment une question centrale, la question de l'esprit critique. Et c'est marrant parce que Anthony disait tout à l'heure, disait en préparant ce webinaire, j'ai l'impression qu'en fait, à propos de l'esprit critique, tout est tellement évident que en fait tu as même utilisé le mot baratin. Je dis quand même, tout ce qu'on a fait, c'est quand même pas que du baratin. Mais en fait, dans ce qu'on vous a dit ce soir, il y a probablement plein de trucs qui étaient déjà extrêmement évidents pour vous, mais parfois ça vaut la peine de juste se poser la question pour le développement de notre esprit critique à nous aussi, et de se dire qu'en fait tout n'est pas forcément évident avec les IA. Alors on est tous, on est entre convaincus ou entre technopédagogues. On n'est pas forcément tous convaincus de la bonne, de l'intérêt d'utilisation de l'IA dans toutes les circonstances, mais on est tous convaincus de l'importance, en tout cas, d'éduquer à ces questions-là. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire passer comme message ce soir, c'est d'essayer de vous donner, alors quelques petits outils, quelques activités comme on a fait ici à la fin, mais surtout de se dire que ce soit sur le résultat de ce que va nous donner comme réponse l'intelligence artificielle, mais surtout sur le processus même de questionnement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment important de garder cet esprit critique, même sur le point zéro dont j'ai parlé tout à l'heure, de dire est-ce que c'est vraiment utile pour ce que j'ai à faire d'utiliser l'intelligence artificielle, et on sait que souvent la réponse peut être non. Donc voilà, ça c'est peut-être la conclusion pour moi, en tout cas pour ce soir, c'est d'essayer de garder cette position un peu de recul par rapport à la réponse, mais aussi par rapport à l'utilisation de l'IA en elle-même. Anthony? La conclusion, j'ai trouvé intéressant dans le travail. Alors d'abord, j'ai complètement oublié, Manu, tout ce que j'ai dit dans la préparation, sache-le. Mais le côté regard croisé était très intéressant, et regard croisé avec le chat, avec cette communauté incroyable qui nous suit là, parce qu'il y a dans cet esprit critique une idée aussi d'échange de posture et de regard, et je pense que ce soir on a surtout vu ça, et donc ça, je trouvais ça super intéressant, et d'avoir pareil l'opportunité de travailler avec tous les trois, puisque Adrien, tu as aussi sur l'esprit critique beaucoup de choses à apporter. Je pense que l'intérêt il est là, et de montrer qu'on doit continuer à échanger les uns avec les autres, et que c'est peut-être ça aussi, cultiver l'esprit critique. En tout cas, je suis content que l'IA soit un outil qui permette de se poser la question au-delà du côté technophile. Je trouve ça non seulement impressionnant techniquement, et ça m'emballe beaucoup parce que j'aime beaucoup les nouvelles technologies, mais si en plus ça me permet de remettre une pièce dans la machine pour qu'on parle l'esprit critique et qu'on se dise mais oui, il faut qu'on se pose les bonnes questions, pour moi on a tout gagné. Et enfin, celui qui est le plus loin en termes de distance, mais certainement pas dans le cœur, Laurent. Moi, je dirais que ces nouvelles possibilités techniques ne sont rien si en fait sans la posture humaine qu'il y a juste derrière. Ça, je pense qu'on se rejoint aussi tous les droits là-dessus, mais que c'est aussi en fait une formidable possibilité créative pour avoir de nouvelles ressources et possibilités pour développer l'esprit critique. Et c'est peut-être en ça, moi, je vois aussi un potentiel intéressant, c'est se dire, effectivement, il y a son lot de danger qui dessert l'esprit critique, mais utilisé avec de la créativité, ça nous donne de nouvelles méthodes et de nouvelles activités pédagogiques à développer avec nos élèves, avec nos collègues, pour pouvoir répondre aux défis majeurs de l'intégration. Vraiment un tout grand merci pour ce webinaire. C'était vraiment un réel plaisir de vous retrouver tous les trois
On a vraiment passé un bon moment, échangé énormément de ressources, d'idées, d'activités. Et on espère, le cher public, que vous pourrez appliquer ça lors de futures activités en classe, notamment. À bientôt. Bye bye.